Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Loïne Greenschul, je suis la directrice programme économie circulaire au sein du SGPE, le fameux secrétariat général à la planification écologique. Et donc bonjour à toutes et à tous, Vincent Hulin, et moi au sein de ce même secrétariat général, je m'occupe des sujets de biodiversité, d'eau, de forêt, etc. On va vous parler de la planification écologique au sens large, en général, la méthode, nos objectifs, et puis ensuite on va rentrer dans le détail des deux sujets qu'on traite plus particulièrement, en parlant aussi décarbonation, qui est un des sujets aussi majeurs de ce secrétariat général. On vous propose, c'est qu'on déroule la présentation et qu'on puisse ensuite avoir des questions-réponses plutôt à la fin. Donc, si vous avez des questions pendant que l'on parle, notez-les et puis on y reviendra ensuite. Alors, donc, secrétaire général de la planification écologique, donc c'est un service créé il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an, un service qui est directement rattaché à la Première ministre, et donc c'est une totale nouveauté en France. Et donc, nous sommes aujourd'hui un peu plus d'une trentaine pour travailler sur ces sujets-là. Et on va rentrer dans le détail un peu sur ce que cela signifie concrètement. Alors, aujourd'hui, ce qui a présidé à la création de ce secrétariat général, de ce service de planification, donc, c'est évidemment, vous le savez tous, devant la crise environnementale que l'on a, c'est de mieux organiser le travail du gouvernement et de l'ensemble des ministères pour atteindre nos objectifs sur 5 grands enjeux de la transition environnementale qui sont ici. Donc c'est là où vous voyez le lien avec ce que l'on vous a décrit comme étant nos responsabilités. Donc les 5 grands enjeux: 1, l'atténuation du changement climatique; 2, l'adaptation; ensuite les ressources et l'économie circulaire; la préservation de la biodiversité; et puis en dernier, le lien entre santé et environnement. Ce sont les 5 grands enjeux, et donc nous, notre travail au SGPE, c'est de traiter ces 5 enjeux ensemble, sur l'ensemble des sujets, et que tout ça soit cohérent dans l'ensemble des politiques publiques décidées par le gouvernement et les ministères. Juste pour vous donner un exemple de ce que ça peut vouloir dire, on va revenir après sur l'ensemble des sujets que l'on traite, mais par exemple, si l'on se penche sur le sujet des bâtiments, qui est un des premiers sujets qu'on a traités, évidemment que quand on parle bâtiment, on parle de l'ensemble de ces sujets, puisque nous avons des sujets d'émissions de gaz à effet de serre qui sont liés au secteur. Nous avons aussi des sujets liés à l'adaptation au changement climatique et aux risques qui font peser sur les bâtiments, avec les retraits, gonflements d'argile, etc. Les ressources, je laisserai Loïne Green y revenir. Le sujet lié à l'artificialisation des sols et à la perte de biodiversité. Et puis enfin, sur la pollution de l'air intérieur et le lien sur la santé et l'environnement. Donc là, ce que je suis en train de vous dire vous paraît évident. Mais nous, notre travail, c'est de se dire, lorsque le gouvernement se mobilise sur le sujet du bâtiment au sens large, il faut qu'on en ait tout ça en tête et que chacune des décisions du gouvernement traite ces 5 enjeux. N'en laisse pas un de côté ou n'en aggrave pas un au bénéfice de l'autre. C'est ça notre sujet. Alors, ce que l'on essaie de faire à chaque fois, là ça peut paraître rien, mais en fait c'est très important parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une décision, on se pose sur ces 4 grands enjeux. 1, le sujet, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait des décisions, il faut que le gouvernement prenne des décisions d'action, de politique publique sur l'ensemble des sujets. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas seulement faire un constat, il faut aussi aller jusqu'à la décision de ce qu'il faudrait faire pour avancer dans le bon sens. L'autre sujet, c'est qu'évidemment, ce n'est pas avec la création du SGPE que la France et le gouvernement, les ministères ont travaillé sur ces enjeux de transition écologique, mais je pense qu'on peut tous avoir le même constat, on ne va pas assez vite. Donc l'objectif, c'est aussi d'aller plus vite sur tous ces enjeux-là. Ensuite, j'ai déjà largement parlé de ce sujet, il faut évidemment qu'on répartisse les efforts, qu'on soit cohérent dans l'ensemble des décisions sur l'ensemble de ces enjeux, et nous, notre rôle, c'est de coordonner tous ces sujets-là en interministériel. Et puis enfin, la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est de démontrer que tout ça peut permettre des opportunités d'action, peut permettre d'avancer vers des choses qui sont finalement souhaitables, qui sont utiles, qui créent de l'activité, qui créent plutôt des conditions de vie intéressantes. Et donc notre sujet, c'est vraiment de coordonner le travail de l'ensemble des ministères et de ne pas leur prendre leur travail, c'est-à-dire que les ministères restent responsables de leur politique publique et de leur mise en œuvre. Nous, on est là pour les coordonner et pour vérifier que ça va bien dans le bon sens et de manière cohérente. Et évidemment, quand on vous écrit qu'on a un rôle d'aiguillon, c'est que vous imaginez bien que de temps en temps, ça ne va pas complètement dans le bon sens et qu'il faut qu'on pousse un peu certains de nos collègues à avancer alors qu'ils n'en ont pas particulièrement ni l'envie ni le besoin. Alors, ce schéma-là, qui existe depuis le début du SGPE et que vous pouvez retrouver sur Internet, il décline en fait l'ensemble des grands thèmes, des grandes politiques publiques sur lesquelles on se mobilise, que l'on range derrière les 6 grandes catégories qui sont se loger, mieux produire, mieux se nourrir, mieux consommer, préserver les écosystèmes et puis mieux se déplacer. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des catégories qui sont derrière, mais vous voyez que l'objectif, c'est de traiter
quasiment l'ensemble des politiques publiques. Et donc, ce sont dans toutes ces cases, verdissement du secteur et des instruments financiers, les sols, l'alimentation, dans l'ensemble de ces cases, à chaque fois, nous, notre travail, c'est de coordonner le travail du gouvernement pour traiter les 5 grands enjeux environnementaux que je vous ai décrits au début. Donc de temps en temps, ça paraît évident, l'eau, le sol, l'alimentation. De temps en temps, ça demande un peu plus de travail parce que c'est un peu plus indirect, les secteurs financiers par exemple, etc. Et donc ce que vous avez à droite, c'est ce que nous on appelle un peu des sujets transversaux, qui transcendent l'ensemble de ces sujets-là, et qui sont en fait des conditions à ce que tout ça existe pour de vrai. Donc il y a évidemment la condition du financement, on est en plein milieu du travail sur le programme financier à l'Assemblée nationale. Évidemment, il faut des financements pour avancer. On a un sujet sur la territorialisation, puisque nous, on travaille au niveau national, mais ce n'est pas suffisant. Il faut les formations, les compétences pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Évidemment, il faut que cette transition soit juste et que chacun puisse, à la hauteur de ce qu'il peut faire, participer à tout ça. Un enjeu transversal de sobriété, qui est un sujet qui s'est bien imposé et qu'on essaie de traiter. Service public exemplaire dont Lowen Green pourra aussi vous parler, puisque c'est une éminente spécialiste. Et enfin, évidemment, le sujet des données derrière. On a besoin de données, on a besoin d'outils numériques pour avancer le plus possible. Voilà en fait la feuille de route du SGPE et ce sur quoi on se mobilise depuis maintenant 1 an et qui va encore nous mobiliser. Et je termine cette partie un peu introductive en vous expliquant ce que l'on fait et la manière dont on travaille. Donc comme je vous le dis, ça fait maintenant 1 an que le SGPE existe. Cette première année, elle a servi à structurer le travail, donc à travailler sur le schéma que je vous ai montré juste avant, à définir un peu les objectifs, à se poser avec l'ensemble des ministères pour savoir où on en était aujourd'hui, ce qui existait déjà, et dans quel sens tout ça allait, est-ce que c'était suffisant ou non. Et puis à travailler sur les premières trajectoires de financement pour qu'ensuite on puisse se mobiliser. Voilà. Aujourd'hui, nous en sommes ici, évidemment, entre la transition entre l'année 1 et l'année 2. Et ce qui s'ouvre aujourd'hui, vous le voyez, alors il y a beaucoup plus de chantiers ouverts, mais on est aussi beaucoup plus nombreux qu'au début, où on a commencé à une petite dizaine. Où là, maintenant, pour le coup, ça va être de mettre en œuvre ce plan, de le préciser sur un certain nombre de sujets, et puis de travailler sur tout ce qu'on vous a décrit comme étant les chantiers transversaux, la territorialisation, l'état exemplaire, la transition juste, la formation, les compétences, etc., etc. Et puis, en bas à gauche, ça n'a l'air de rien, mais la redevabilité, c'est-à-dire une fois qu'on s'est donné un certain nombre d'objectifs, où on a d'ores et déjà travaillé sur des stratégies ou des plans, maintenant s'ouvre aussi le moment où, 1, il faut mettre ça en œuvre, et 2, il faut vérifier qu'on va bien assez vite et qu'on atteint bien nos objectifs. Ça aussi, ça va être notre travail en interministériel, que de vérifier qu'on atteint bien ce qu'on s'était dit, qu'on va bien dans le bon sens, et puis si ce n'est pas le cas, de tirer la sonnette d'alarme pour voir ce qui ne va pas et ce qu'il faut changer. Ça s'ouvre aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'économie circulaire, vous donner une idée, c'est peut-être des choses que vous avez vues circuler. Donc, c'est le genre de graphique que nous, on produit, que l'on met sur la table des ministres. Ça, les ministres, le président de la République, la première ministre ont ça devant les yeux. Et c'est ce que nous, on appelle un peu notre constat. C'est sur cette base-là qu'ensuite, il va falloir construire les politiques publiques. Là, on passe sur les gaz à effet de serre, donc on parle de décarbonation. Et donc le constat ici, c'est vous montrer, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'en serais incapable, et puis c'est pas très intéressant comme ça, là, sauf si vous avez des questions, mais en fait, voilà le sujet qui est, en 2021, quelles sont nos émissions de gaz à effet de serre en France, par secteur et par type d'activité. Voilà. Donc aujourd'hui, on est capable de dire, voilà où est-ce qu'on est. Tout ça, on le replace dans des perspectives et dans des trajectoires, et c'est là où on fait le constat entre nos objectifs, le constat, et les objectifs que la France s'est fixés. Ce que vous avez là, 2030, cible provisoire, c'est la cible sur les émissions de gaz à effet de serre que la France s'est fixée. L'objectif étant de voir la hauteur de la marche, de voir dans quel sens on va. Alors on voit qu'on progresse sur quasiment toutes les cibles fixées, sauf sur la dernière, et le puits de carbone. Et donc typiquement, vous le savez comme moi, l'état de nos forêts aujourd'hui met ce puits de carbone dans de grandes difficultés. Sur l'ensemble des autres secteurs, vous voyez qu'effectivement on progresse, mais pas assez vite. Et il reste encore énormément de choses à faire. Et donc, nous, notre travail, c'est de dire, voilà où on en est, voilà quelle est la trajectoire, on va dans le bon sens, mais pas assez fort, pas assez vite. Donc maintenant, il faut collectivement, on se dise, comment est-ce qu'on fait pour atteindre ces objectifs, sachant que mettre en œuvre ce qui est prévu ne sera pas suffisant. Ça, c'est le constat qui est mis devant les yeux des ministres, premiers ministres et président de la République. Et c'est sur cette base qu'ensuite, ils construisent les politiques publiques pour l'atteindre. Et je termine pour vous montrer qu'on est même capable d'aller jusqu'à des graphiques particulièrement raffinés, comme vous le voyez. Là, c'est quoi le sujet? C'est pour atteindre nos objectifs de 2030,
d'après nous, voilà ce sur quoi on peut travailler. Donc on se donne des objectifs de baisse d'émissions, secteur par secteur, on peut même être très précis. Vous voyez, là aussi, on n'est pas grande catégorie. Mais donc, on se dit, bah, voilà ce sur quoi collectivement il faut qu'on atterrisse. Il faut que d'ici 2030, nos baisses d'émissions de gaz à effet de serre, ce soit celles-ci. Derrière, il faut construire la politique publique, il faut construire l'accompagnement, le financement, etc. pour atteindre ces différents objectifs. Aujourd'hui, globalement, vous l'avez peut-être lu, on estime que la moitié de ces leviers sont connus, documentés, à peu près prévus. Donc il faut construire le reste. Et si on ne construit pas le reste, on n'atteint pas nos objectifs et c'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà ce qu'on est capable de produire sur un certain nombre de sujets et je laisse la parole à Lohengrin sur la suite. Je pense qu'il y a aussi une petite précision sur ce fameux plan d'action pour atteindre nos objectifs de 2030. On a quand même un objectif d'ici 2030 d'une baisse de moins de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce tableau nous montre également que la répartition de l'effort, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à croire qu'on va mettre l'effort va être porté sur les ménages uniquement. On voit bien que là, dans ce graphique, que non. On est quand même à 50% sur les industries, sur les entreprises, un quart sur les collectivités et un quart sur les ménages. Donc voilà, je pense que c'est aussi bien de mettre cette réalité dans ce débat. Et au cœur de nos réflexions, en tout cas au sein de la planification écologique, il y a l'économie circulaire qui a été clairement au cœur de nos réflexions et qui est dans le carrefour, si je peux dire, de deux enjeux de la planification écologique, à savoir la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la biodiversité. Parce que si on consomme moins de matière, si on réemploie plus, si on recycle plus, forcément ça engendre une baisse des émissions de gaz à effet de serre, ça engendre une baisse des pollutions marines et terrestres qui peuvent aussi engendrer des catastrophes sur nos écosystèmes. Donc voilà, vraiment, on s'est focalisé aussi sur on baisse nos émissions de gaz à effet de serre, on réfléchit sur l'adaptation, on réfléchit sur la biodiversité, santé, environnement, mais aussi il faut bien prendre en compte nos ressources et l'économie circulaire. Pourquoi je parle d'économie circulaire? Puisqu'aujourd'hui, on est encore un peu trop dans l'économie dite linéaire. Vous savez, où on consomme trop de matière, donc on produit beaucoup de produits. On consomme beaucoup de produits et du coup, ça engendre une production des déchets. Aujourd'hui, sur la consommation de matière, on est à peu près à 920 millions de tonnes de matière qui est consommée pour la consommation finale des Français. Sur ces 920 millions de tonnes, qui est déjà énorme, il faut savoir c'est qu'on en a 35% qui est importé. Et donc, qui dit importé, dit que ça alourdit encore plus nos émissions carbone, nos émissions importées, indirectes de la France. C'est à peu près, donc sur 10 ans, on est assez stable, on est sur du 340 millions de tonnes, en tout cas, qui est importé. Plus on consomme de matière, plus on produit de produits. Donc là, c'est la responsabilité des entreprises. Mais à côté, évidemment, vous avez aussi la responsabilité du consommateur. Et là aussi, on voit qu'en France, on a besoin d'aller vers plus de consommation durable. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience et partir du postulat, c'est que chaque produit, même les produits verts, auront un impact sur l'environnement. Et ce, en vrai, sur chaque étape clé en fait, du cycle de vie. Ça peut être sur de la consommation d'eau, ça peut être de la consommation énergétique, ça peut être sur la pollution que va engendrer ce produit, etc. Donc il faut bien partir de ce postulat et de se dire, mieux réfléchir en tout cas sur la production de ce produit et aussi sur comment on le consomme. Aujourd'hui en France, on consomme beaucoup. Et on va vraiment sur aussi, on a aussi une problématique en France qui est le gaspillage. Par ordre de grandeur, à peu près, on est en France sur du 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire. On va être, par exemple, pour les invendus, à peu près 4 milliards d'euros qui va concerner les chiffres d'affaires, ça va être les invendus. Vous voyez, par ordre de grandeur, il y a toujours des choses un peu choquantes sur lesquelles il faut vraiment qu'on travaille en termes de consommation. Même si les producteurs ont bien travaillé en tout cas sur l'évolution de leurs produits, il faut aussi que le consommateur il a vraiment un rôle clé dans l'économie circulaire. Et ça, les ordres de grandeur, les exemples un peu chocs, on en a vraiment dans tous les secteurs. Enfin, si on pense à l'habillement, on voit bien que il y a 15 ans, on consommait moins de 60% d'habillement. Et en plus, aujourd'hui, on les utilise moitié moins de temps qu'il y a 15 ans. Donc, vous voyez, il y a vraiment un effet qui est très important des consommateurs. Et puis, il y a aussi la capacité de se dire, en fait, on ne se rend pas compte non plus de ce qu'on a, de ce qu'on appartient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Français a à peu près, plutôt un foyer, a à peu près 90 équipements électriques et électroniques. Alors que personne ne s'en rend compte. Si on se pose la question, on se dit pas, on répond pas du tac au tac en disant j'en ai 90. Non, on pense toujours qu'on en a moins. Mais en moyenne, en tout cas, un foyer, c'est 90. Et on sait en plus que sur ces 90, il y en a 6 qui ne seront jamais utilisés. Donc, vous voyez, si on a un produit sur lequel il faut qu'on travaille par les producteurs, il y a la responsabilité du consommateur. Et en fait, si on travaille bien sur chacun de ces produits, sur ces éléments, on se rend compte que ça va avoir un impact sur les déchets.
Aujourd'hui, en France, on est à peu près à 310 millions de tonnes de déchets. Et donc, là, parce qu'au GP, on adore les graphiques, comme vous disait Vincent Hulin. Et en tout cas, ce que ça veut dire sur ce graphique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une part des responsabilités, c'est-à-dire que ce n'est pas juste les ménages. Il y a aussi les entreprises, tout le monde est concerné sur la production de déchets. En France, on a été assez ambitieux, avec la loi AGEC notamment et la LTECV. On s'est fixé des objectifs de réduction de production de déchets. Eh bien non. En fait, aujourd'hui, si on regarde 3 ans après la loi AGEC, on se rend compte qu'on n'est même pas dans une trajectoire de baisse sur laquelle on n'atteindrait pas nos objectifs. On n'est même pas sur la stabilisation. On est vraiment sur une hausse des productions de déchets. Autant pour les déchets ménagers, donc pour les ménages, si on veut, vulgairement, et aussi pour les déchets des activités économiques. Donc c'est vraiment tous les producteurs de déchets qui doivent revoir leur consommation et surtout leur production de déchets. Donc là, on est, vous voyez, vraiment sur vraiment la production de déchets qui est très importante. Ensuite, vous voyez aussi que le recyclage, donc qui est sur la partie, droite, en tout cas, le recyclage sur lequel il faut vraiment aussi qu'on travaille en France. On a aussi une autre partie, c'est si on se rend compte qu'il y a autant de déchets, il va falloir qu'on travaille sur la prévention des déchets. Et on a une toute petite partie, on a l'impression que c'est minuscule tout en bas, qui est l'exportation des déchets. On a l'impression que c'est peu en France, mais il faut savoir c'est que la France, en tout cas, est le pays qui exporte le plus de déchets au sein de l'Union européenne. Et donc, on voit que le recyclage, il faut travailler plus, il faut travailler vraiment plus sur la gestion des déchets. Et ce qui va aussi, du coup, engendrer un taux en tout cas, plus on travaille sur le recyclage, plus on arrivera aussi à avoir des matières recyclées qu'on pourra incorporer dans les produits. Et en France, on est à une stabilisation en tout cas de 20% du taux de matière qui est réincorporé, en tout cas recyclé. Donc il faut aller vraiment plus loin on réduit nos déchets. Et en tout cas, si on arrive à partir du moment où on a bien produit de déchets, il faut aller vraiment plus loin sur la valorisation matière et la valorisation énergétique. Alors, si je vous dis on pivote de l'économie dite linéaire de on produit beaucoup, on consomme beaucoup de matière, on consomme beaucoup de produits et on produit beaucoup de déchets, c'est qu'à la planification écologique, on s'est dit ce modèle économique n'est pas viable et qu'il faut vraiment tendre vers un modèle économique qui va vraiment consommer beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de matière et qui, en plus, va prendre en compte beaucoup plus de traçabilité et de qualité. Ce nouveau modèle, en tout cas économique, va en plus avoir des impacts environnementaux. Donc ça va permettre de réduire les déchets, mais ça va aussi avoir des impacts sur une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ça va avoir des impacts sur la consommation énergétique. Et en plus, ça aura aussi des impacts économiques, parce qu'on identifie en tout cas qu'il y aura une forte création d'emplois grâce à ce pivot, en tout cas, vers une économie circulaire. Et qu'en plus, cette économie circulaire permet de soutenir les activités industrielles et agricoles sur nos territoires, en tout cas en France. Et qu'on a en plus, grâce à l'économie circulaire, de nouvelles filières qui vont voir le jour, en tout cas qui vont s'amplifier. Donc le volet d'économie circulaire de la planification écologique, on a bien travaillé en tout cas sur l'économie circulaire, vraiment de manière très large. Comme je vous ai dit, on travaille sur l'offre des acteurs économiques, la consommation durable et enfin la gestion des déchets. Sur l'offre des acteurs économiques, en tout cas pour la planification écologique, on s'est dit qu'il fallait aller vraiment plus loin sur l'approvisionnement durable des matières. Et ce, parce qu'on sait aussi que la transition énergétique va nous demander beaucoup de matière, beaucoup de consommation de matière et qu'en plus ça va engendrer du coup nos vulnérabilités en tout cas sur les matières premières. On a un autre axe d'effort, en tout cas dans la planification, qui est le soutien à l'éco-conception. Donc là, c'est-à-dire qu'on doit aller plus loin, accompagner mieux nos entreprises, aller plus loin dans les filières REP et aller plus loin aussi dans les participations, en tout cas dans les négociations européennes. Et un autre sujet qui est très intéressant aussi au niveau local, qui est le soutien à l'écologie industrielle territoriale. Donc là, vraiment de voir comment on arrive à mettre en synergie des entreprises, des secteurs publics, à voir comment on peut mutualiser les flux où les déchets de l'un peuvent devenir les ressources pour l'autre. Et là aussi, la planification écologique qui se veut aussi beaucoup plus territoriale. Et on veut vraiment aller plus loin sur ce système-là parce qu'on sait que c'est vraiment une chance et qu'il faut essayer d'aller plus loin pour aller cartographier les flux et pour vraiment favoriser au plus près du terrain, en tout cas, ces symbioses entre les différents acteurs. L'offre des acteurs économiques, ce n'est pas aussi que de vendre des produits. L'économie circulaire, c'est aussi de se dire, on va essayer d'aller moins vers cette logique volumique et de se dire, et si on développait au-delà de la vente de produits neufs, si on n'allait pas aller plus vers de l'économie de la fonctionnalité.
aller plus vers de la vente de l'usage. Et là aussi, c'est vraiment, au sein de la planification écologique, on s'est dit il faut vraiment aller plus loin, accompagner plus les acteurs dans ce changement, en tout cas, de modèle d'affaires, qui est vraiment de se dire on passe d'un côté, on vend un produit, à vraiment quelque chose de plus serviciel. Et donc là, on sait qu'il va falloir changer les circuits logistiques, il va falloir vraiment plus accompagner les entreprises dans cette démarche. Une fois qu'on a vu les offres des acteurs économiques, il y a aussi un autre modèle d'affaires circulaire qui est l'allongement de la durée de vie du produit. On sait aussi que si on veut prévenir les déchets, en tout cas, il y a un vrai enjeu, c'est que les produits durent plus longtemps et que les consommateurs utilisent plus longtemps les produits. Et là, on a plusieurs axes, en tout cas, d'efforts, qui est vraiment de accroître, en tout cas, le gisement des produits usagés. C'est aussi passer à l'échelle des toutes filières de réparation, de reconditionnement. Et c'est aussi de moduler, en tout cas, l'offre de réparation et l'offre de reconditionnement vers plus, en tout cas, les diversifier et les intensifier. On a un rôle, tous, entreprises et en tout cas ménages, sur la collecte et sur le tri aussi de nos déchets. Mieux on va collecter, mieux on va trier, et mieux on aura plus de produits usagés, plus on pourra qualifier aussi, on pourra les recycler. Et donc, tout le monde a un enjeu et tout le monde doit être responsable, en tout cas, et aller beaucoup plus loin sur l'amélioration de collecte et du tri des déchets. En consommation durable, on a plusieurs sujets. On a essentiellement mieux informé le consommateur. Maintenant, on a aussi un rôle qui est, si les entreprises, en tout cas, jouent le jeu et nous proposent des produits qui ont été mieux réfléchis, en tout cas, qui produisent moins de déchets, qui produisent moins d'impact sur l'environnement. Comme je vous disais, le consommateur a aussi un rôle très important, mais pour ça, le consommateur doit savoir. Le consommateur doit être éclairé sur ce qu'il achète, sur ce qu'il consomme. Et donc, on a mieux informé le consommateur, et ça peut passer par exemple, l'affichage environnemental, sur lequel on est en train de travailler en ce moment, sur plusieurs secteurs en tout cas, pour essayer d'avoir un affichage clair, cohérent, et qui soit en lien avec la planification écologique, basée sur une analyse de cycle de vie. Si le consommateur aussi, une fois qu'il a cette information, on sait qu'il a un cadre de consommation qui va être la communication commerciale. Et là aussi, on tend en tout cas vers une communication commerciale qui se doit être responsable. C'est-à-dire lutter encore plus largement sur l'éco-blanchiment. Ça va être aussi en tout cas, de mieux accompagner tout ce qui est engagement volontaire des opérateurs de la filière, c'est-à-dire notamment, je pense notamment au contrat climat. On va avoir également un autre point qui est intéressant, c'est que la consommation, les consommateurs, ils consomment des produits, mais aussi ils consomment des emballages. Et ça, les emballages, en français, ça produit à peu près 187 kg de déchets d'emballage par an. Et du coup, à la planification écologique, on s'est dit, on s'intéresse aux produits, mais on s'intéresse également aux emballages. Et donc, on essaye en tout cas de soutenir le développement du vrac, on sait bien qu'il y a certains freins, mais sur lesquels on essaye vraiment d'aller plus loin et d'aller plus loin sur ce secteur-là, et aussi de développer tout ce qui est offre d'emballage réemployable. Et un dernier point sur la consommation, c'est qu'on parle beaucoup de consommation des ménages, mais les entreprises, les collectivités publiques, l'État, les hôpitaux achètent également. Donc on a aussi un autre enjeu, qui est les achats professionnels qui se doivent aussi être responsables. C'est-à-dire avoir des objectifs, pouvoir accompagner les acheteurs, pouvoir vraiment évaluer l'impact des achats responsables et rendre un peu plus attractif la filière, en tout cas des achats. Parce que pour rappel, en tout cas pour ce qui concerne les achats publics, en 2025, 100% des contrats publics devra intégrer une dimension environnementale. Donc il faut réussir à accompagner ces acheteurs publics, mais il faut aussi que les clauses, en tout cas, qui seraient intégrées dans les différents marchés, elles soient vraiment pertinentes et qu'il y ait un vrai enjeu, un vrai impact sur l'environnement. Et enfin, une fois qu'on a vu la production, on a vu la consommation, on voit aussi que sur la gestion des déchets, il va falloir qu'on s'améliore aussi, notamment le développement du recyclage. Et là, en tout cas, la planification écologique, on se fixe aussi des trajectoires. Et là, on se veut vraiment avoir une trajectoire ambitieuse du recyclage, notamment par les filières REP ou avec encore les négociations européennes. Donc voilà, donc vous voyez, on a essayé en tout cas de boucler, parce que l'économie circulaire, qu'on ait bien vu en tout cas l'offre des acteurs économiques, le consommateur et la valorisation de matière, voire énergétique. Sachant qu'on sait toujours très bien que l'économie circulaire se base sur la sobriété. C'est vraiment notre maître mot, en tout cas, à la planification écologique. Vincent, en tout cas, si ça vous va, après l'économie circulaire, je vous propose de travailler plus sur la biodiversité. Alors, on va aller très vite pour se laisser un peu de temps d'échange sur tous ces sujets-là. Donc,
On a oublié de vous préciser que les slides que vous avez vus, les graphiques, tout ce que nous produisons est disponible sur notre site internet. Donc ce que vous avez vu, les jolis graphiques avec plein de couleurs et de carbone, et ce que je vais vous montrer là sur la biodiversité, et une partie de ce que vous avez vu sur l'économie circulaire, est disponible sur le site internet France Nation Verte, sur lequel vous pouvez trouver l'ensemble de ce que l'on produit. Et notamment, on produit, je vous l'ai dit tout à l'heure un peu, des constats, des documents, des informations qui servent à des réunions que la Première ministre organise avec l'ensemble des ministres pour se baser, pour partager les constats et pour se donner des grandes orientations politiques. Ce que je vais vous montrer là très rapidement sur la biodiversité, ce sont justement des choses qui ont été mises devant les yeux des ministres dans le cadre de la réflexion autour de la stratégie nationale pour la biodiversité, qui va être en fait notre feuille de route de l'ensemble du pays sur ce sujet de biodiversité qui est là aujourd'hui en cours de finalisation. Et donc, il y a un certain nombre de points d'arbitrage, de décisions politiques prises au niveau de la Première ministre qui ont été faites au cours d'une réunion où ils ont vu tout ça. Je vais principalement appuyer là-dessus. En fait, le message que nous, on a voulu faire passer et qu'il faut avoir en tête dans le cadre de la planification écologique, c'est que peut-être que certaines ou certains d'entre vous le savent évidemment, mais c'est toujours important de le redire, le fonctionnement de nos sociétés, notre activité économique, notre activité sociale, notre activité en tant que groupe collectif est basée sur le fonctionnement de la biodiversité et des écosystèmes. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de monde économique, il n'y a pas de monde social, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de société humaine. Ce sont des écosystèmes qui fonctionnent. Et ce n'est pas juste le militant de la biodiversité qui vous dit ça pour se faire plaisir. C'est des choses qui ont été dites au niveau international par les Nations Unies, par l'équivalent du GIEC sur la biodiversité qui s'appelle l'IPBES, par un certain nombre de scientifiques. Vous avez probablement entendu parler des services écosystémiques. Ce sont tous les services que l'on tire de ces écosystèmes. Vous les voyez ici, on vous les décrit. Donc vous voyez que c'est quand même des choses qui sont un tout petit peu importantes, comme la création de l'alimentation, comme la qualité de l'air, comme un certain nombre de choses culturelles, etc. Et vous voyez que les flèches qui sont là sont dans quel état tout ça se trouve aujourd'hui et quelle est la direction que l'on prend. Il y a peu de verre, on ne va pas se mentir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sur quoi nos sociétés sont basées, la biodiversité, évidemment, est en train de disparaître et de s'éroder à une très grande vitesse. Donc le sujet est comment est-ce qu'on fait pour inverser cette machine, petit 1, et ensuite pour restaurer ce que l'on a perdu dans les années précédentes. Et c'est ça qui a prévalu à un certain nombre de décisions dans le cadre de la stratégie nationale sur la biodiversité. Juste que vous ayez en tête les 5 grandes causes de perte de biodiversité: changement d'usage et fragmentation des sols, surexploitation des ressources, surchasse, surpêche, etc. Le changement climatique, qui est une des causes de perte de biodiversité. Les pollutions, pollution chimique, mais aussi pollution sonore, pollution visuelle, lumineuse, pollution thermique. Et puis, ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes, c'est-à-dire toutes ces espèces qui, à la fois, viennent d'autres écosystèmes, mais qui, par ailleurs, quand elles s'installent, se multiplient à vitesse grand V. Ce sont les 5 grandes causes de perte de biodiversité au niveau mondial, et donc aussi en France. Vous voyez que tout ça est directement lié à nos activités et à notre manière de consommer, de nous déplacer, de nous loger, etc. Bon. Donc, juste, si jamais ça passe, pour vous dire, et je vais évidemment pas rentrer dans le détail de tout ça, l'objectif de cette stratégie, c'est de travailler sur ces pressions, de restaurer la biodiversité, comme je vous l'ai dit, de mobiliser tout le monde. Et puis, je vous l'ai dit, on a tout un sujet de redevabilité pour savoir si on atteint bien nos objectifs. Tout le travail va être là. Cette feuille de route, elle est disponible aujourd'hui, vous pouvez commencer à la regarder. Et une fois qu'elle sera validée d'ici la fin de l'année, il faudra se mobiliser. Et donc, nous aussi, notre travail, ce sera de vérifier qu'on va dans le bon sens, qu'on atteint bien nos objectifs et que chacun fait bien ce sur quoi il s'est engagé. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais vous voyez qu'on traite un certain nombre de sujets comme l'artificialisation, la restauration de nos écosystèmes, le déclin des espèces, enfin voilà. Et puis, encore une fois, je vous l'ai dit, l'atteinte de nos objectifs et la redevabilité, ce sur quoi on s'est tous engagés à avancer d'ici 2030 et 2050. Voilà pour nous. Alors, je ne sais pas si on a encore quelques secondes, si vous avez des questions, mais je pense que oui. Et donc, il semblerait qu'il y ait un micro dans la salle. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Fabienne Erard, la compostière de l'Aube, et je suis membre du CIPREA et de la FNAD. Donc, je représente la filière du compostage, de la méthanisation, du retour au sol. Donc, merci, j'ai apprécié de voir que ça fait partie des objectifs pour améliorer cette filière. Après, aujourd'hui, concrètement, sur le terrain, notre filière, notamment le compostage, est menacée par le non-respect de la hiérarchisation du traitement de déchets, puisqu'on sent une prédomination de plus en plus importante de la valorisation énergétique à la place de la valorisation matière.
Et il y a une petite responsabilité de l'État aujourd'hui dans ce sens-là, où le décret dit socle commun sur le retour au sol des matières est toujours en attente. Donc on ne sait pas trop quelle sera la teneur de ce décret. Et les collectivités, les industriels, dans le doute, se tournent vers l'incinération. Et on perd clairement une ressource quand on a une boue d'épuration qui est riche en nutriments, en matières organiques qui se retrouvent en incinération. Et il y a un deuxième texte qui nous menace aujourd'hui, c'est un projet d'arrêté de sortie de statut de déchets pour les déchets verts. Donc clairement, sans déchets verts, on ne peut pas faire de compostage. Et si demain, la porte est ouverte pour envoyer ces déchets verts en chaudière, on aura également une très forte menace sur la valorisation matière. Merci. Alors vous avez dû voir du coup dans la planification écologique ce que j'avais bien indiqué, c'est qu'on avait mis valorisation matière, voire énergétique. C'était aussi pour essayer de redresser un peu cette hiérarchie des modes de traitement de déchets qui n'étaient pas forcément bien mise en valeur, en tout cas en France. En tout cas, objectif aujourd'hui de l'économie circulaire pour la planification écologique, c'est vraiment là on le voit pas dans les slides, mais en tout cas ce qui a été présenté à la première ministre, c'est bien on applique bien cette fameuse hiérarchie des modes de traitement. Ensuite, sur les différents textes qui sont en cours, on travaille avec le MTECT et avec la DGPR évidemment, ça c'est des éléments qu'on sait et qu'on essaye vraiment d'aller plus vite, en tout cas sur la sortie de ces arrêtés et sur le fameux socle commun également. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est encore en cours. On a très bien ces enjeux en tête. Personnellement, je les ai très bien parce que j'ai beaucoup des acteurs, en tout cas, du domaine que je vois. Et en tout cas, on essaye vraiment d'avancer dans le bon sens. Et c'est aussi, en tout cas, là pour ça que la planification écologique est là, c'est qu'on essaie d'aller plus vite, plus loin. Mais il faut aussi voir les différents enjeux ministériels, des différents acteurs. Mais en tout cas, on essaie d'aller dans le bon sens. Et vraiment, en tout cas, on va dans ce sens-là. Et c'est en cours, en tout cas, en sein des ministères, mais on l'a bien en tête. Merci beaucoup à tous les deux. Un petit tonnerre d'applaudissements. On ne va pas avoir le temps pour les questions.